Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la révision ordinaire des listes électorales au Sénégal va prendre fin ce 31 juillet. Les partis de l'opposition appellent à la création d'un cadre citoyen pour la neutralité et la transparence des élections. Le président américain Barack Obama est arrivé ce vendredi au Kenya pour une visite historique. Au programme, la coopération économique et surtout la sécurité dans un pays visé par les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab. Et en République démocratique du Congo, plusieurs pistes sont envisagées pour lutter contre la faim. Parmi celles-ci, il y a la consommation des insectes. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle autorise le vote des réfugiés, une décision qui va à l'encontre de la loi adoptée début juillet par les autorités qui invoquent des risques de fraude massive. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 1/10 de la population centrafricaine a fui le pays depuis 2012, ce qui représente environ 10% du corps électoral. Au Sénégal, la révision ordinaire des listes électorales va prendre fin ce 31 juillet. Les partis de l'opposition appellent à la création d'un cadre citoyen de veille et de lutte pour la neutralité et la transparence des élections. Ces partis soulignent que des cas de fraude sont déjà décelés. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, la révision ordinaire des listes électorales sera clôturée ce 31 juillet. Pour une meilleure transparence, l'opposition appelle à la création d'un front de veille. Démarré depuis le 2 février, la révision des listes électorales a permis, selon le ministre de l'Intérieur, d'enregistrer près de 300 000 mouvements par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un chiffre qui triple le taux habituel enregistré à chaque révision ordinaire de listes électorales. Selon l'opposition, ces chiffres sont dus à la fraude. On n'a jamais dépassé la barre de 100 000 dans une révision ordinaire, normale des listes électorales. Que ce soit, si on avait une élection présidentielle, ou un référendum, ou une élection législative en vue, ou bien une élection locale en vue, là on aurait compris qu'il y avait un engouement. Mais donc, d'où viennent ces 300 000? Mais ces 300 000 viennent des officines de la DTAI envoyées partout, j'allais dire urbi et orbi, dans tout le Sénégal et au niveau de la diaspora. Selon la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, aucun cas de fraude n'a été décelé et ses membres rassurent quant à la fiabilité du fichier électoral. Depuis 2007, aucun cas de fraude permettant de remettre en cause la sincérité du scrutin n'a été vu, déclaré, prouvé. Et donc sur ce plan-là, la Sénat a les moyens de faire son travail correctement. On a déjà étalé des preuves, on a près d'une dizaine de cas de naissance fictive. Alors, le cher Silla, il dit qu'il est né le 8 novembre 2000. Le 8 novembre 2000. Ça, c'est celui qui demande l'externe, 8 novembre 2000. Bon, lui, ce n'est pas un enjeu, mais c'est une tricherie. Et son père est né le 6 avril 1994. 94. Son fils, pour lequel il demande l'extrait, est né en 2000. Et lui, il est né en 94. C'est croyable, c'est crédible, ça? Le fichier électoral en question n'est pas une urgence selon la Sénat car il n'y a pas d'élection envisagée dans un bref délai hormis le référendum que le Sénégal pourrait organiser en 2016 sur la durée du mandat du président Macky Sall. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a été réélu pour un 3e mandat avec 69,41% des voix. Les résultats provisoires ont été publiés ce vendredi par la commission électorale. Le chef de l'État l'emporte à l'issue d'un scrutin sous haute tension et boycotté par l'opposition qui estime que ce 3e mandat est contraire à la Constitution. Dans l'actualité également, le président américain Barack Obama est arrivé ce vendredi dans la soirée au Kenya. Il doit participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat. Il devrait également s'entretenir avec son homologue Uhuru Kenyatta, avec qui il sera question de coopération économique et de sécurité. Awar Barkala. Septembre 2013, prise d'otage au centre commercial de Westgate. Avril 2015, attaque des Shebabs à l'université de Garissa. Ces deux attaques ont semblé mettre en exergue la défaillance des services de renseignement et de sécurité du Kenya. La visite du président américain à Nairobi à l'occasion du Global Forum Entrepreneurship jusqu'au 26 juillet est très attendue. Les questions militaires et de lutte contre le terrorisme seront au cœur des discussions avec le président Uhuru Kenyatta. Mais au-delà du Kenya, c'est l'Afrique entière qui attend une coopération avec les États-Unis en matière de sécurité. Le terrorisme n'est pas qu'une préoccupation africaine, mais universelle. Et nous souhaitons mettre en place une collaboration avec les pays africains concernés
afin que ces derniers puissent traiter ce problème avec leurs propres moyens ou via une coopération régionale. Notre but n'est pas d'envahir l'Afrique, mais plutôt de travailler avec l'Union africaine notamment et d'autres États pour accroître leurs capacités. De son côté, le Nigeria dénonce un manque de cohérence dans la politique internationale des États-Unis. Si le gouvernement américain finance largement la lutte contre les Shebabs au Kenya, l'administration du président Obama a refusé ce mercredi 22 juillet une demande de livraison d'armes émise par le président nigérian Muhammadu Buhari pour lutter contre la nébuleuse terroriste Boko Haram. Le refus des Américains de fournir des armes aux troupes nigérianes en raison de soi-disant violations des droits de l'homme ne fait que profiter à Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari a néanmoins quitté Washington ce jeudi avec une aide de la Banque mondiale de 2,1 milliards de dollars pour la reconstruction du nord-est du pays. Quant au président Barack Obama, il doit poursuivre sa tournée africaine en Éthiopie où il est attendu dès le 27 juillet à Addis Abeba. En République démocratique du Congo, des experts se penchent sur les moyens de lutter contre la faim. Parmi les pistes envisagées, il y a la consommation des insectes. Un programme sera lancé dans ce sens au mois d'octobre prochain. Deogracias Podo. Nous sommes au marché Gambela à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, trouver des aliments riches en protéines semble être un jeu d'enfant. Grillons, sauterelles, termites et autres insectes volants ou rampants sont les plus prisés. Mais loin d'être une spécialité locale, cette passion pour la consommation d'insectes est partagée dans tout le pays et même au-delà des frontières. De l'avis des experts, cette habitude alimentaire pourrait constituer une solution en matière de lutte contre la faim qui menace plus de 6 millions de personnes dans le pays le plus peuplé de l'Afrique centrale. Une situation qui, selon le Programme alimentaire mondial, est essentiellement la résultante d'une faible productivité agricole et de l'instabilité politique dans la partie est du territoire. 70%, par exemple, 70% des quinoa consomment des insectes. Donc, c'est quand même une source alimentaire importante. Mais ça, c'est par rapport au fait culturel que les gens consomment des insectes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de la valeur nutritive des insectes. En moyenne, quand nous considérons les insectes, pratiquement, ils ont autour de 50% de poids de protéines. 50% de protéines. C'est très riche aussi en sels minéraux et en plusieurs vitamines. À Kinshasa, selon la saison, 1 kg de grillons pourrait coûter jusqu'à $50, 2 fois plus cher qu'un kilogramme de viande de bœuf. Une réalité qui inspire aux autorités un programme visant à promouvoir la culture des insectes afin de les rendre disponibles et faire baisser les prix. Ça ne donne pas les maladies, ces nourritures-là. Ça ne donne pas de maladies. Il n'y a pas des inconvénients de cette protéine. Les autres, là, si tu prends ça, tu as des rhumatismes, diabète, tu as des maladies. Quand tu préfères les aliments, là, des champs de froid, là, ça donne des maladies. Même des diabètes, des tensions aussi. Je préfère de manger cet aliment. Le projet sera lancé en octobre 2015 et 200 personnes, en majorité des femmes, seront formées à la culture de chenilles et de criquets. La vision des initiateurs est qu'avec une augmentation de la production, les prix pourraient baisser au bénéfice des consommateurs congolais. Conakry, la capitale guinéenne, vient d'être désignée capitale mondiale du livre pour l'année 2017. L'annonce a été faite mardi par l'UNESCO qui a souhaité distinguer Conakry pour ses objectifs de développement axés sur les jeunes et l'alphabétisation. Jean-Célestin Diangué, Arwar Barkala et Bertrand Digna. C'est la 17e ville à être désignée capitale mondiale du livre par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La nomination de Conakry a été décidée par un comité international d'experts le 30 juin au siège de l'UNESCO à Paris, même si l'information n'a été rendue publique que le mardi 21 juillet. Une nouvelle qui fait la joie des Guinéens et particulièrement des acteurs culturels du pays. Conakry a été retenue capitale mondiale du livre parce que les Guinéens ont un appétit de lecture. On fait beaucoup d'efforts pour mettre le livre au centre des préoccupations. La Guinée capitale mondiale du livre, ça signifie que pendant une année, la Guinée va recevoir le monde littéraire et culturel. La Guinée va organiser des salons du livre, des expositions, des conférences. La Guinée aura une visibilité en matière littéraire et culturelle. Le comité de sélection a souhaité distinguer Conakry pour son budget maîtrisé et ses objectifs de développement qui mettent l'accent sur les jeunes, l'alphabétisation et la qualité du projet présenté par les défenseurs de l'initiative. La Guinée doit montrer sa diversité. Et si vous prenez le thème que le comité a proposé à l'UNESCO, c'est le livre facteur de rapprochement
des peuples et des communautés. Par le livre, nous pensons qu'on peut contribuer au rapprochement des peuples et des communautés. L'année du livre commence le 23 avril à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, durant laquelle les principaux acteurs du livre se rassembleront afin de promouvoir et célébrer les livres et la lecture durant les 12 mois suivants. Conakry, qui succédera à Incheon en Corée du Sud, capitale du livre en 2015, est la 3e ville africaine à recevoir ce label de l'UNESCO après Le Caire et Harcourt. Rappelons que Madrid, en Espagne, est la première ville à avoir été désignée en 2001 capitale mondiale du livre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.